Aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce cadre de l'entretien qui reçoit pour vous, pour une unième fois, le professeur Patrick Makala, chercheur, avec qui nous abordons la question du développement de base et du secteur rural à travers l'agriculture. Et aujourd'hui, il nous fait encore le plaisir d'être avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Jean-Luc. Vous vous portez bien? Oui, je l'espère pour vous aussi. Ça va, nous allons bien. Alors, encore un mot pour le cadre de cette émission qui vous a reçu déjà plus d'une fois. Est-ce que vous pensez que nous sommes en train d'aller à bon train? Je constate que de plus en plus, il y a des réactions de vos téléspectateurs. Oui. Et je remercie aussi votre station parce que l'un de vos techniciens nous a mis sur YouTube. Oui. Et je constate un engouement qui m'étonne moi-même. Oui. C'est la preuve que nous sommes dans la bonne direction. Merci beaucoup, le professeur Patrick Makala. Pour aujourd'hui, nous allons aborder la question sur l'impact du développement de base sur l'économie à travers l'agriculture. Et cette question, je pense qu'elle est aussi une préoccupation pour les Congolais qui ont commencé à prendre l'habitude de suivre cette émission, parce qu'on se pose la question, l'économie du Congo doit être boostée, mais comment? Comme vous êtes sur le développement de base à travers l'agriculture et le secteur rural, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact que l'agriculture apporte sur l'économie aujourd'hui? C'est une question complexe. Ce que nous chercherons, c'est d'adopter, comme toujours, un langage qui n'est pas d'une recherche dans la sphère économique très poussée. Parce que essayer de parler de l'impact de l'agriculture sur l'économie en général nous amènerait à des chiffres d'un genre, quelle est la part de l'agriculture dans le PIB à prix constant ou à prix courant, ce qui aboutirait à ennuyer vos téléspectateurs. Mais dans un langage un peu plus simple, on peut dire que lorsqu'on aborde ce problème de l'économie, l'agriculture se trouve dans les secteurs primaires. Secteur où l'on exploite des ressources naturelles, ces ressources relatives à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage et à l'extraction des mines et à la foresterie. Et l'on constate que l'agriculture donne ce qu'on peut appeler ressources naturelles qui constituent les matières premières à d'autres secteurs comme le secteur secondaire et le secteur des services. Et pour notre pays, on peut passer par des exemples concrets pour, comme je l'ai dit, ne pas tomber dans l'économisme. Aujourd'hui, si on prend des produits de base, les gens prennent de la bière, mais ils ne savent pas qu'à partir du maïs ou du riz, qui sont des produits venant de la filière ou des filières végétales, il y a de la bière. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui qu'on peut, à partir de produits de la pêche, arriver à des transformations à un niveau plus élevé et au niveau
par exemple de l'huile de palme. À partir du palmier, on peut avoir l'huile végétale ou l'huile de palme, etc., etc. L'impact donc essentiel, c'est que l'agriculture procure les matières premières à d'autres secteurs et sous-secteurs. Et on pourrait l'évaluer en termes de chiffres. Malheureusement, nous avons démontré avec vous que l'agriculture congolaise connaît une stagnation depuis plusieurs années et nous avons évoqué plusieurs raisons. Je m'interdis à ce niveau de faire des développements chiffrés qui annuiraient aux gens. Les gens plutôt, en dehors du fait que l'agriculture donne les matières premières, mais elle est essentielle, cette agriculture, pour la vie de l'homme, du point de vue de l'alimentation, et du point de vue du bien-être et du développement même humain. La nourriture que nous avons doit provenir de l'agriculture. On crie partout qu'on a faim, qu'on ne mange pas à sa faim. C'est parce que l'agriculture ne donne pas, et du moins jusqu'à présent au Congo, la satisfaction et le bien-être consommateur. Voilà comment j'essaye d'y aller d'une manière assez simple, en évitant le développement statistique qui ennuierait vos téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur. Alors, ici, nous voulons aussi savoir les secteurs que peut booster rapidement, que l'agriculture peut booster rapidement pour le développement de ce pays. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs en connivence avec l'agriculture que l'agriculture peut booster? Oui, il faudrait qu'on place les mots juste pour qu'il y ait la même compréhension de tout le monde. Vous voyez ma difficulté, l'agriculture, elle est technique, elle est aussi économique, sans omettre qu'elle est sociale, l'agriculture. Alors, maintenant, quels sont les secteurs de l'agriculture qui peuvent booster le développement économique? L'agriculture étant un secteur parmi d'autres secteurs. Mais je répondrai à cette question en me fondant sur le fait qu'au niveau du secteur de l'agriculture, il faut qu'on débouche sur des politiques de filières. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, il faut qu'on sache qu'il y a des filières végétales. C'est là où il y a le maïs, les maniocs, les haricots, etc. Il y a les filières animales, avec tout ce qu'il y a comme élevage, du petit ruminant et élevage des bovins. Il y a la filière halieutique, c'est là qu'il y a la pêche, aussi bien maritime que lacustre et autres. Sans oublier que dans ce secteur-là, à part les filières, il faut qu'on arrive à mettre en place des dispositifs d'entrepreneuriat agricole rural qui nous manquent. Actuellement, on est en train de parler d'un ministère d'entrepreneuriat pour lequel le gouvernement aurait ou va débloquer des millions, mais quelle est la part de l'emploi jeune, rural ou jeune agricole dans ce secteur, qui est en fait le secteur porteur d'emploi? Ça, c'est aussi très important. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, quelle serait la filière qui pourrait booster l'économie? Mais c'est un problème de politique nationale ou de politique provinciale. On pourrait, compte tenu des problèmes actuels, ou à moyen terme ou à long terme, procéder à des choix politiques de certaines spéculations ou de certains produits, pour parler plus clairement, qui pourraient non seulement nourrir l'homme congolais, mais lui permettre d'avoir des revenus et de mettre ces produits sur le marché, mais aussi de devenir un producteur concurrentiel sur l'échiquier africain, pourquoi pas mondial. Donc la question que vous posez, elle est plus vaste, je la résume. Du point de vue de filière, avec les choix politiques, en fonction des contingences locales, ou en fonction des visions qu'on a de l'agriculture, on peut arriver à dire, dans la filière végétale, choisissons le manioc,
qui occupe plus ou moins 60% des consommateurs, pour qu'on arrive à nourrir la population accompagnée des maïs, et cela dans des zones de production intense. Vous savez, ce que j'avance me fait penser à une solution de nature politique et sécuritaire, mais somme toute qui est devenue la mise en place d'un dispositif entrepreneurial. Les chèques qu'on a arrêtés constituent un centre de production et de maïs, et pourquoi pas de manioc à Kanyama-Kasese. C'est déjà un centre entrepreneurial. Mais on peut dupliquer ça à travers les provinces, pas seulement avec les chèques, mais avec des professionnels de l'agriculture. On est dans un si bon chemin, on a résolu le problème. On ne l'a pas encore résolu, parce qu'il y a encore des chèques à Kinshasa, mais au moins on constate que ces jeunes gens ont pris conscience qu'ils peuvent être utiles à la société. Mais si on pouvait, à côté de l'aménagement de nos territoires, créer des centres de production, des centres de production intensive, nourrir des chefs-lieux avec des professionnels et avec des organisations, parce que dans cette optique, on n'en est pas encore à des solutions. On constate que la profession de l'agriculture, la profession plutôt agricole, n'est pas très organisée. Les professionnels de l'agriculture sont à compter sur le bout de doigt. Et ils sont négligés et ils se débrouillent. Mais si on pouvait organiser cette profession, aussi bien sur le plan technique, technologique que humain, on aboutirait à une production qui puisse satisfaire l'homme. Voilà comment je me résume encore. Y a-t-il de produits où le secteur de l'agriculture, ça c'est votre question, je vous dis non. Ne parlons pas du secteur de l'agriculture, parlons plutôt des filières dans le secteur de l'agriculture. Des filières, des politiques de filières peuvent nous permettre de booster facilement notre économie, parce que l'homme sera au centre de toute la production de spéculation, et on pourra l'amener au niveau des sphères de production à implanter des marchés, parce que dans la production, il a déjà l'emploi et le revenu. Le marché va lui donner le revenu. Et puis, en mettant le produit sur le marché, on va aboutir à la régularisation des normes de qualité sur nos produits qui vont devenir compétitifs. Parce que nous faisons partie des grands ensembles et de l'Afrique et du monde. Professeur, tout en sachant que vous n'êtes pas médecin, c'est une sous-question qui est en train de suivre celle que je viens de vous poser. Vous avez donné un cas de Kanyama-Kasese avec les jeunes délinquants que nous avons appelés hier, qui ont quand même apporté leur contribution à travers l'agriculture. Mais je veux aussi donner un exemple ici, si vous pouvez essayer de nous démontrer cela. Est-ce que l'agriculture aussi peut booster dans le secteur de la santé, par exemple ? Vous trouvez un mécanisme dans ce côté-là ? Mais tout à fait. Vous savez que la plupart des maladies qui atteignent l'homme sont d'origine animale et végétale. Les gens ne le savent pas. On consomme, on est à proximité des végétaux et des animaux. Et n'oubliez pas qu'au niveau de l'élevage, faisant partie de l'agriculture, d'une façon plus générale, il y a la production, à côté de la production animale, et à côté de la production végétale, il y a la production animale. Il y a la santé humaine, il y a la santé vétérinaire. Il y a complémentarité. Mais pour la santé, quand on mange bien, on vit mieux. On sait soigner l'homme, mais on sait soigner aussi les bêtes et soigner, je vous surprends, les végétaux. Il y a complémentarité, il y a des liens. On ne peut pas parler de la production végétale sans production animale. Et il y a complémentarité, à moins que je n'ai pas compris votre attente. Non, vous êtes dans la ligne. D'accord. Oui. Et c'est évident que les gens se préoccupent un peu plus de la santé humaine sans savoir qu'elle se détériore avec des maladies d'origine, comme je l'ai dit, animale
et végétales. Parce que la fois passée, vous avez aussi parlé de nos relations avec d'autres pays africains et consorts, des productions que nous avons eues dans le passé. Est-ce que vous pensez que pour l'agriculture au Congo aujourd'hui, nous pouvons avoir des produits spécifiques à produire ici et puis à exporter pour booster l'économie sur tout le niveau, à tous les niveaux? Mais ça dépend des programmes Oui. à mettre en chantier et des sous-programmes. Parce que de ce côté-là, l'agriculture semble être ravalée au dernier des soucis de l'autorité politique. Quand vous parlez du programme, c'est le programme du gouvernement ou de quel programme? Oui, parce que d'abord le programme du gouvernement, c'est le gouvernement qui inspire. Oui. Mais dans les programmes, il y a des acteurs. Je l'ai développé la fois passée dans l'une de nos émissions. Oui. Et il ne faut pas voir l'agriculture comme étant un secteur dont l'acteur principal reste l'État. Bien sûr, parce que l'État conçoit des politiques, des programmes, oriente, arrive à réguler les mécanismes de fonctionnement de ces programmes. Je rappelle que l'État travaille avec d'autres acteurs. J'ai évoqué tout à l'heure les professionnels de l'agriculture. On ne voit pas ce métier-là actuellement. Il se dilue dans tout ce qui est politique, bavardage, etc., etc. Il doit y avoir une catégorie de professionnels de l'agriculture, et des professionnels qui connaissent le métier de vétérinaire, des professionnels du développement rural. Ce sont des acteurs. À côté de ces acteurs, je l'ai développé encore, il y a des investisseurs privés, congolais ou non congolais, qui ont des possibilités de gagner suffisamment de l'argent parce que c'est un secteur porteur. À côté d'eux, n'oubliez pas que nous avons des coopérations internationales et des pays qui nous arrivent soit avec l'aide, encore que l'aide ne soit pas sans contrepartie, je ne suis pas très partisan de l'aide, ou qui arrivent avec des appuis dans tel ou tel autre domaine. Et parmi ces organisations, vous verrez pour notre pays, d'abord la FAO, nous avons l'USAID, nous avons la coopération belge, Annabelle, comme on l'appelle actuellement, et il y a le PNUD, etc., etc. Alors, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on choisisse des produits spécifiques? La première chose, c'est que le choix doit amener réellement l'ensemble des intrants autour de ces produits spécifiques. Je vais concrétiser, ne vous en faites pas. Okay. Et qu'ensuite, ces produits spécifiques, une fois obtenus, doivent correspondre aux normes internationales. Okay. Il ne s'agit pas d'aller à l'exportation sans respecter les normes de qualité. Okay. Alors, quels produits? L'agriculture congolaise actuellement, il y a ce qu'on appelle communément l'agriculture vivrière, où on trouve tout ce qu'il y a, je le répète, arachide, maïs et tout. Oui. Mais il y a aussi ce qu'on appelle communément l'agriculture de rente. Okay. Et là, c'est des produits agricoles exportables. Okay. Et qui peuvent faire que le Congo entre en compétition avec d'autres pays. Ces cultures dites de rente peuvent se retrouver au niveau de l'intensification de la production du café, okay. Du thé, de l'EVA que nous avons, et de tout ce produit qui, à un moment donné, ont amené beaucoup de recettes qui ont contribué au budget de l'État. Il y a quelques années, je ne voudrais plus parler de la colonisation, même dans les premières années de l'indépendance, malgré les crises, oui. L'agriculture a su produire et exporter le café, exporter le thé, le quinquennat, qui aujourd'hui sont des produits qui partent en contrebande alors qu'ils peuvent générer des recettes en monnaie étrangère dont nous avons besoin pour relancer notre économie interne.
Mais professeur, s'il vous plaît, permettez que je vous paraphrase un peu. Vous êtes chercheur. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler du café et du thé. Mais est-ce que vous avez fait des recherches sur le besoin que d'autres pays africains attendent encore? Est-ce que le besoin qu'il y avait hier, c'est le même besoin qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont encore besoin de ce café ou de ce thé qui va provenir de la RDC? Il faudra que je corrige. Le café comme le thé n'était pas exporté vers les pays africains. C'était beaucoup plus vers les pays européens, notamment vers la Belgique. Oui. Et nous sommes là dans un cheminement qui fait que certains produits que nous avons, que nous produisons, ne sont pas consommés localement. Oui. Mais parfois, nous ne produisons pas, comme je l'ai dit, ce que nous ne consommons pas. Et puis nous consommons ce que nous ne produisons pas. Il y a quelques années, les cafés faisaient partie des produits qu'on exportait vers l'Europe. Aujourd'hui, évidemment, on les fait, ils partent en contrebande ou par quelques entreprises isolées, certaines se trouvant à Kingabwa, ici à Kinshasa, sans qu'ils soient contrôlés. Parce que, avec ce que nous avons connu, nous sommes dans une crise multiforme, mais aussi multisectorielle. Alors, vous dites que on exportait vers l'Afrique, je dis non. Est-ce que le besoin reste le même? Les besoins ne peuvent pas rester le même. Oui. Les besoins s'expriment par rapport à la consommation. Les besoins aussi s'expriment par rapport à la production qui doit satisfaire la consommation. Exact. Les consommateurs ont augmenté. Les besoins peuvent s'exprimer aussi quand le producteur y trouve son compte. Aujourd'hui, produire du coton, produire du café, est-ce que quelqu'un va avoir plus facilement de l'argent, parlons crûment, et des profits, plutôt que d'aller produire autre chose. Et puis, le besoin, c'est aussi en fonction des prix sur le plan international. Vous savez que nous n'avons pas le pouvoir de négociation, même si nous produisons en grande quantité. Ce n'est pas nous qui fixons les prix sur le marché international. Raison pour laquelle, il y a quelques années, notamment pour le café, il y avait une politique de contingentement où on limitait la production par pays en fonction des prix et conséquences de l'offre. Nous ne faisons même plus tout ça. C'était fixé à Londres. Nous sommes absents sur le marché. Mais on trouve notre café sur le marché parce qu'il part en contrebande. Aujourd'hui, on semble dire, avec les décisions de Kimberley, les mines sont protégées et tout. Mais il faudrait qu'on fasse un effort pour étendre la protection au niveau de la loi sur nos produits végétaux et nos produits halieutiques et nos produits d'élevage. Voilà, merci beaucoup. Je veux quand même aborder cette question sur la différence des mines et de l'agriculture, sur les conséquences que ça doit apporter à l'économie du pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait se focaliser, comme vous avez dit l'autre fois, sur l'agriculture que sur les mines? Parce que nous savons que notre économie aujourd'hui est assise sur les mines, professeur. C'est évident que l'économie congolaise actuellement est tributaire de la production minière. Encore qu'on puisse nuancer, parce que la plus grande partie de cette production minière, je reviens sur le mot, part en contrebande, notamment à l'Est. Et même certains produits que nous avons cités ici, au niveau de culture de rente, ils partent parce que nos frontières sont poreuses, avec la guerre qu'on nous impose de l'extérieur. Est-ce qu'il faudra comparer l'agriculture aux mines? Le problème n'est pas de faire la comparaison. Le problème, c'est la diversification des secteurs de production. Au lieu d'être recentré seulement sur les mines, qui somme toute ne donnent pas la satisfaction. Nous avons un budget d'à peine 10 milliards pour un pays comme le nôtre. Tout ça, c'est parce qu'il y a les mines. Et quelles mines? Est-ce que c'est les cuivres, les diamants ou l'or? Est-ce qu'on les contrôle? Et n'ayant pas ce pouvoir de négociation, est-ce que nous transformons? Si je prends les mines dans le secteur minier, je prends le coltan comme l'or, je ne les compare pas à l'agriculture. Est-ce que nous le maîtrisons?
quelques pays limitrophes ont des sociétés de raffinage. Oui. Vous avez compris quelque chose, que vous êtes vous-même un pays qui est un scandale minier, mais quand vous faites l'extraction des produits miniers, le raffinage se fait dans des pays limitrophes. C'est quasi incroyable. Heureusement, le président, dernièrement, dans l'un de ses discours, il y en a beaucoup, il disait qu'on va commencer à raffiner nos produits ici. On va commencer quand et comment? Oui. Qu'évaut une industrie de raffinage par rapport à tout ce bruit qui court autour, que tel a pris 90 millions, l'autre a pris 300 millions, etc. Donc c'est un problème, la question reste. Oui. Alors, pour revenir à votre attente, il n'y a pas à faire de comparaison, il faudra relancer des secteurs et des sous-secteurs. Okay. On peut, ce n'est pas le problème des mines qui nous concerne, il y a des spécialistes de la question, on peut diversifier pour contrebalancer ce que nous perdons au niveau de nourrir la population, lui trouver des marchés, avoir des infrastructures lui permettant de produire, de stocker et de vendre en diversifiant les secteurs. À l'Équateur actuellement, à Bomba, le riz peut être produit et distribué à travers nos cours d'eau, arriver à stabiliser le marché de Kinshasa au lieu de l'importer. Avec notre riz de Bomba. Le riz de Bomba qui est parfumé, qui devrait être prisé par le Congolais, qui n'a rien à voir avec le riz venant de l'Asie, du Sud-Est. C'est extraordinaire. On peut se recentrer sur cela. Dans un passé récent, on l'a fait. Nous avons des zones entières où on peut encore produire du coton et relancer notre industrie textile. Itex Africa ou Sotexki. On n'a pas besoin d'importer du coton parce que nous pouvons le produire. Le problème, c'est la paix, évidemment, avec d'autres éléments qui sont là. C'est des produits qui peuvent nous permettre de devenir compétitifs. Entre autres, j'ai parlé de café. On n'a pas d'usine de torréfaction ici, alors qu'il y en avait ici à Kingabwa et même au Katanga. On trouve que même dans des zones où il n'y a pas eu de guerre, les entreprises et les industries de transformation sont parties. Où? Mais parce qu'à un certain moment, on a endormi le Congolais avec la donne politique. Quand vous suivez, je ne suis pas contre la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Mais dans toutes les chaînes, aussi bien la chaîne nationale que l'ensemble des chaînes périphériques, il n'y a que la politique. C'est rare qu'on parle réellement des produits miniers, et quand on aborde les produits miniers, c'est en termes de tel qui a détourné, mais un tel a détourné et tout le sol et sous-sol. Pas en termes d'études. Pas en termes de projets, pas en termes de vision d'avenir. C'est comme si nous n'avons plus de cuivre, nous n'avons plus de diamants, nous n'avons plus de l'or. Donc, il y a le spectre de stress et de peur qu'on injecte dans le mental des gens. Il en est de même de l'agriculture. Comme je vous ai dit là, les VIA avec les caoutchoucs, on peut faire une industrie nationale de caoutchouc. Et l'ensemble de ce que ça peut donner, les arbres. Les VIA existent encore dans des grandes étendues de forêt. Mais les problèmes, comme je vous ai dit, c'est parce qu'il y a... Je reviens encore, ça risque d'ennuyer vos téléspectateurs. Mais je reviens encore. A-t-on une vision? Est-ce qu'on croit que l'agriculture est un domaine porteur de revenus et d'emplois? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on a une politique agricole? Et cette politique, elle ne doit pas être vue à court terme. Nous sommes un pays, les plans qui fait partie de la politique agricole doit continuer, être pérennisé jusque-là. Dépasser les 4 de mandat. Le ministère qui devait tracer les politiques agricoles ou la politique agricole. Le ministère de l'Agriculture. Actuellement, c'est un ministère
Je ne sais pas si ces ministères existent au gouvernement. Je ne suis pas là pour critiquer le ministre qui est là. Vous avez dit qu'on évite la politique, voilà, la politique, la politique dans arrive. l'agriculture. Oui, mais il faut, nous l'avions dit avec vous, à partir de la vision, on conçoit, on met en place des plans à court, moyen et long terme, avec des programmes irrélatifs, et puis on cherche des moyens. C'est l'homme qui cherche des moyens, ce n'est pas le moyen. On va vous dire, non, l'agriculture, il n'y a pas d'argent pour la relance. Mais c'est faux. L'argent, il y en a. Pourquoi? L'argent pour relancer l'agriculture, parce que nous pourrions organiser une mission sur le financement de l'agriculture. Et l'argent pour financer l'agriculture ne provient pas nécessairement du budget de l'État. Il y a les autres acteurs. Aujourd'hui, on peut analyser l'ensemble des moyens financiers qui sont injectés dans l'agriculture. Vous trouverez qu'à côté du budget de l'État, il y a toutes ces coopérations que j'ai citées. Quelle est la part de l'USAID, de la coopération belge? Est-ce que le ministère du Plan est à même de nous dire, dans la contrepartie, voilà la partie de l'agriculture? Et puis il y a des investisseurs locaux. Et puis il y a des professionnels. L'ensemble de ces moyens peuvent être analysés et on va dire, si l'État donne, par exemple, 2,3% par rapport à l'augmentation de la population qui est plus ou moins de 3,2%, quelle est l'autre part qui peut venir, non seulement des coopérations, mais des institutions internationales pour compenser cela? Mais on a tendance à dire, non, il n'y a pas d'argent pour l'agriculture. Mais c'est quand on voit dans le budget de l'État, les budgets internes, mais dans le budget des provinces, quelle est la part du budget consacré à l'agriculture? Tout ça, il y a un peu de confusion. À la fin, toutes les chaînes répètent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais quand il faut parler avec les chefs de détournement, c'est en termes de millions. Mais ça sort d'où et par où? C'est un problème. Ça, c'est vraiment une problématique à chercher comment résoudre. Mais, professeur, la toute dernière question pour cet entretien. Vous avez déploré quelque part le faible budget que nous avons en tant que RDC, un pays continent, 10 milliards à peine. Cela ne vous enchante pas. Mais la question, c'est de savoir, à travers l'agriculture, parce que c'est votre domaine où vous faites beaucoup plus de recherches, comment est-ce que l'agriculture aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que nous devons faire à travers l'agriculture pour élever notre budget et puis parler d'une économie forte? Vous savez, j'ai cité des filières. L'argent mis dans l'agriculture génère facilement de rentrées. Les gens ne savent pas, l'agriculture, ce n'est pas seulement pour consommer, mais l'agriculture de rente peut amener beaucoup d'argent. Dans une de nos études sur cette agriculture de rente, on a constaté qu'avec des méthodes modernes, c'est un exemple de production au niveau du palmier à huile, le palmier peut durer entre 4 et 5 ans pour commencer à produire des régimes, mais ces régimes de noix de palme vont vous faire jusqu'à 30-40 ans. Donc vous avez 5 ans pour patienter, mais avec la technologie moderne, on peut aller jusqu'à 3 ans. Mais pendant des décennies, tout ce qu'on produit au niveau du palmier à huile, c'est des rentrées sûres. Il n'y a que l'entretien. Et nous, on néglige ça. Il en est de même de caféier. Cacao, on n'en parlait pas. C'est 3, 4, voire 5 ans. Mais quand ça commence à produire, moi, je crois que ce pays est frappé de cécité. Je ne sais pas si les mots existent, je l'ai dit avec cécité agricole. Mais on ne peut pas avoir peur de l'agriculture en disant on n'a pas d'argent, parce que tout ce qu'on met dans l'agriculture, dans plus ou moins 5 ou 10 ans, génère suffisamment de recettes. Prenons la législature, c'est 5 ans. Et une fois renouvelable. Un gouvernement qui dirait investissons dans l'agriculture des rentes. Dans les 5 premières années, 4 premières années, on va investir.
Mais dans le second mandat, ce gouvernement va avoir des rentrées sûres. Parce que cette agriculture, une fois le produit agricole venant de l'agriculture des rentes, une fois exporté, va gonfler en recettes le budget. Et ce sont des recettes en devises. Donc ici, professeur, vous donnez, s'il faut être clair et concret, Oui. le conseil que vous donnez, c'est de faire des plantations aujourd'hui, des palmiers. Il y en avait. Hmm. Il y en avait. Ouais. Relancer. Ce n'est pas même faire. Il faut les relancer. Ok. La relance de l'agriculture de rente va permettre à ces pays d'avoir des recettes en devises dans plus ou moins 2 mandats. Ok. S'il faut parler de mandature. Oui. Et l'autorité qui serait là va constater qu'il peut donner facilement de l'argent à sa population. L'agriculture végétale, mon cher frère, bon, parlons des choses facilement. Prenons la filière halieutique, pêche, Ok. parce que c'est des choses qui vont se dérouler sur nos yeux. Tout le monde attend des chinchas venant, on parle De la Namibie, la Tanzanie. Namibie, et Tanzanie Oui. et tout ça. Mais nous avons le littoral, nous aussi, à Mwanda. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut? Filière pêche, hein, qu'il faut mettre en Exactement. place. Et mesures de conservation et de protection. Nous avons des étrangers qui trouvent que sur la filière, sur le littoral de Mwanda, il y a de poissons et des fruits de mer qui sont prisés par les Européens. Nous, on a peur de ça. Qui sont en train de mourir naturellement, De vieillesse aussi. les vieillesses. Rien que le littoral, nous avons aussi l'océan Atlantique. Oui. Quelle est la caractéristique ou quelles sont les caractéristiques qui font que Tanzanie et Namibie doivent nous amener des chinchas? On peut le faire dans des politiques publiques pour répondre à une situation momentanée de crise. Mais est-ce qu'on a mis, en attendant cette exportation qui va d'ailleurs assécher nos devises, on a mis des politiques conjoncturelles qui permettent entre-temps au Congo, lors de la fin de l'année 2022, de ne pas encore recourir à l'importation de chinchas, c'est-à-dire de faire des productions locales pour nourrir la population. Exact. Vous avez déjà été sur le littoral du fleuve Congo ici, Oui. vers Carigrès et tout ça. Vous avez vu le poisson qui sort de là? Avez-vous une pêcherie? Pas du tout. Il faudrait aller en Namibie, en Tanzanie. Ça, c'est peut-être d'une manière conjoncturelle. Hein. Oui. Dans les politiques, on a l'impression qu'on a posé un acte, mais l'acte a ses conséquences parce que bientôt les gens vont dire oui, vous nous avez amené le poisson, mais nous n'avons pas d'huile. La ménagère va dire mais l'huile coûte cher sur le marché. Oui. J'ai acheté des cuisses de dindon à autant de prix, mais je ne sais pas préparer parce qu'il n'y a ni sel ni huile. Voilà, c'est une complémentarité. Une En fait, complémentarité, exactement. je ne suis pas contre une mesure conjoncturelle, mais il faut qu'elle soit suivie des politiques structurelles Exactement. qui permettent de résoudre ce problème d'une manière durable. Hein? Au lieu de dormir sur ce laurier en disant on a pris un paquet de devises pour avoir autant et que on ne peut pas vivre dans un pays qui a un scandale agricole de l'export. Nous ne sommes pas, excusez-moi, au Sénégal ou dans certains pays ouest africains et même l'Afrique du Sud qui est un pays semi-aride. Il vit de produits locaux au niveau de l'agriculture, papa. Excusez-moi de vous appeler papa. Hein. Je vous en prie. Merci beaucoup, professeur. Alors, votre tout dernier mot par rapport à toutes les questions que nous avons abordées aujourd'hui à travers cet entretien, parce que nous avons dit l'impact du développement de base sur l'économie à travers l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre mot de conclusion? Il n'y a pas un mot très spécial. C'est une répétition de ce que nous avions déjà dit. Il n'y a pas de pays au monde. Rares sont les pays au monde qui n'ont pas développé leur agriculture et qui sont directement entrés sur la voie de la croissance et du développement. Il est temps qu'on mette en place
un certain nombre de cadres dans ce secteur. Aujourd'hui, on peut promouvoir l'agro-industrie et l'industrie alimentaire. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. On peut faire je peux donner des chiffres dans une autre émission. On peut le faire dans les 26 provinces. Aujourd'hui, il faut prendre des mesures structurelles pour occuper la population. Vous savez que, je l'ai dit, il y a deux ordres dans la profession agricole. Les professionnels de l'agriculture se diluent là-dedans. L'occupation même de notre territoire, on n'est même pas en mesure de vous donner la carte agricole, la carte de l'élevage et la carte de la pêche, avec des habitants du Congo qui ont ce métier et qui vivent de ce métier et qui se sentent encadrés. On peut prévoir des centres, je l'ai dit, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a un ministère d'entrepreneuriat, c'est une innovation, mais il faut un volet d'entrepreneuriat agricole et d'entrepreneuriat au niveau du développement rural et de la pêche. Il ne faut pas se cantonner à des micro-activités de survie en prenant l'argent pour commencer à donner à ces jeunes gens parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils vont aller dans les petits commerces et tout et tout. Non, on peut lancer, d'autant plus que nous-mêmes à l'université, nous sommes préoccupés par l'entrepreneuriat comme enseignement. On peut prévoir des grands volets pour lancer des activités à peu de frais et orienter les jeunes gens vers le secteur primaire qui va nous sortir de la pauvreté. On peut arriver à mettre en place des politiques, comme je l'ai dit, des filières végétales, filières animales, filières halieutiques, et dans certains pays, on a adopté des politiques. C'est vous qui m'avez posé des questions sur quels produits on peut prendre. Mais c'est dans la filière qu'on peut axer cette filière sur un certain nombre de produits qui vont non seulement résoudre le problème de consommation, qui est un problème endogène actuellement, mais qui va permettre d'avoir des débouchés et d'aller plus loin. Voilà le mot, le dernier que je donne sous forme de proposition. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai décelé dans votre question. Voilà, merci beaucoup professeur. Mais tout en attendant la prochaine émission, vous allez nous parler maintenant du financement de l'agriculture. Oui. Comment l'agriculture doit être financée. Nous vous disons merci de toujours être disponible pour nous et nous avons fini cette émission. Jean-Luc, moi je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci. Daniel Chisungo était à la prise de vue. Maman Patricia nous assiste. Et puis, merci beaucoup à toute la grande équipe technique. Padou Bumbusa qui réalise aussi cette émission. Nous vous disons bonne suite de programme sur Canal Numéro Télévision. Bye bye. Below